Crime et châtiment par Dostoïevski. Partie 6 du livre audio. Chapitre 3 de la deuxième partie du roman. Sa conscience ne fut néanmoins pas totalement absente tout le long de sa maladie. C'était un état fiévreux accompagné de demi-lucidité. Par après, il put se rappeler plusieurs détails de ce qui se passa à cette époque. Il lui semblait parfois voir beaucoup de monde se rassembler autour de lui et vouloir l'emporter en se disputant vivement à son sujet. Parfois, il se trouvait seul dans la chambre. Tout le monde était parti, car on le craignait. De temps en temps seulement, on entr'ouvrait la porte pour le regarder et le menacer. On se concertait à son sujet et on riait en le taquinant. Il se souvint d'avoir vu souvent Nastasia à son chevet. Il distingua encore un homme qu'il croyait connaître, sans pouvoir se rappeler son nom, ce qui le rendait très anxieux et même le faisait pleurer. À certains moments, il lui semblait être alité depuis un mois, et parfois il lui semblait que c'était la même journée qui s'écoulait encore. Mais cela, s'était complètement effacé de sa mémoire. En revanche, il se répétait à chaque instant qu'il avait oublié quelque chose d'important qu'il n'aurait pas dû oublier, et il s'en tourmentait, essayant de se rappeler de quoi il s'agissait. Il gémissait, la rage s'emparait de lui, ou parfois une terreur horrible et insupportable. Alors il voulait se lever, fuir, mais toujours quelqu'un l'en empêchait de force, et il retombait dans un état d'impuissance et d'inconscience. Enfin, il reprit toute sa connaissance. Cela se passa un matin à 10 heures. Par temps clair, vers cette heure-là, le soleil dessinait toujours une bande de lumière sur le mur droit de sa chambre et illuminait le coin près de la porte. À ce moment, près de son lit, se trouvaient Nastasia et un homme totalement inconnu, qui le regardait avec beaucoup de curiosité. C'était un jeune gaillard vêtu d'un cafetan et portant barbiche. À première vue, il semblait être un encaisseur. La porte était entr'ouverte et la logeuse regardait par l'entrebâillement. Raskolnikov se dressa sur son lit. « Qui est-ce, Nastasia ?» demanda-t-il en indiquant le gaillard. « Le voilà qui revient à lui, » dit-elle. « Il revient à lui, » répéta l'encaisseur. Voyant qu'il avait repris conscience, la logeuse s'enfuit immédiatement et referma la porte. Elle avait toujours été timide et supportait mal les conversations et les explications. Âgée d'environ 40 ans, elle était grosse et grasse, noire de cheveux, les yeux foncés, affable à force de graisse et de paresse, et, en somme, fort avenante. Elle était pudique plus qu'il ne fallait. « Qui êtes-vous » continua à questionner Raskolnikov en s'adressant à l'encaisseur. Mais à cet instant, la porte s'ouvrit complètement et Rassou-Mikine entra, se courbant un peu à cause de sa haute stature. « En voilà une cabine de vaisseau !» s'écria-t-il. « Je m'y cogne toujours le front. Et ça s'appelle un appartement. Te voilà revenu à toi. Patchenka vient de me le dire. » « Il vient de revenir à lui, » dit Nastasia. « Il vient de revenir à lui, » appuya de nouveau l'encaisseur en souriant. « Et vous ? Ayez l'obligeance de me dire qui vous êtes, » lui demanda tout à coup Rassou-Mikine. « Moi, je suis Vrassou-Mikine. »« Non, pas Rassou-Mikine, comme tout le monde m'appelle, mais Vrassou-Mikine, étudiant de famille noble, et celui-ci est mon ami. Et vous, qui êtes-vous ? Moi, je suis encaisseur dans le bureau du marchand chez Polaïev, et je viens ici pour son compte. Veuillez prendre une chaise. » Rassou-Mikine s'assit lui-même sur une chaise de l'autre côté de la petite table. « Ça, mon vieux, tu as bien fait de reprendre connaissance, » continua-t-il en s'adressant à Raskolnikov. « Voilà 4 jours que tu ne manges ni ne bois.
Il est vrai que tu as bien avalé quelques cuillerées de thé. Par 2 fois, j'ai fait venir Zosimov. Te souviens-tu de lui? Il t'a ausculté consciencieusement et il a déclaré que tout ça, ce sont des bêtises, que tu as eu un choc nerveux ou quelque chose de semblable. Une histoire purement nerveuse. Et puis la nourriture était mauvaise, a-t-il dit. Trop peu de bière et de réfort, d'où la maladie. Mais ce n'est rien, cela passera et s'effacera. Brave garçon, ce Zosimov. Il devient un grand toubib. Alors, je ne veux pas vous retenir, dit-il de nouveau à l'encaisseur. Veuillez exposer votre affaire. Remarque, Rodia, que c'est la 2e fois déjà que l'on vient de son bureau. Seulement, c'est un autre qui est venu la fois passée, et avec celui-là, nous nous sommes déjà expliqués. Qui était celui qui est venu avant vous? Il faut croire que c'était il y a 3 jours, oui, c'est juste. C'était Alexeï Zemoïnovitch. Il fait aussi partie de notre bureau. Il est plus malin que vous, dirait-on. Qu'en pensez-vous? Oui, il est comme qui dirait plus posé. Très louable, votre modestie. Continuez. Voilà, à la prière de votre maman, un transfert d'argent a été opéré par l'intermédiaire de notre bureau, commença l'encaisseur, s'adressant directement à Raskolnikov. Par l'intermédiaire d'Afanassi Ivanovitch Vakrouchine, dont vous avez entendu parler souvent. Au cas où vous seriez entièrement lucide, j'ai ordre de vous remettre 35 roubles en main propre. Car Zemoïnovitch a reçu des ordres à ce sujet d'Afanassi Ivanovitch, selon le désir de votre maman. Comprenez-vous? Oui, je me rappelle. Vakrouchine, murmura Raskolnikov pensivement. Avez-vous entendu? Il se souvient du marchand Vakrouchine, s'écria Rassoumikine. Comment ne serait-il pas conscient? Entre autres, je remarque maintenant que vous êtes aussi un homme sensé. Eh oui, il est agréable d'écouter un discours intelligent. C'est bien lui, Vakrouchine, Afanassi Ivanovitch, qui, lorsque votre maman l'en a prié, vous a déjà envoyé de l'argent de cette manière, et il n'a pas refusé non plus cette fois. Semoenovitch a été avisé ces jours-ci, comme il se devait, qu'il avait à vous transmettre 35 roubles en attendant mieux. C'est en attendant mieux est décidément mieux que tout. Cette histoire avec votre maman n'est pas mal non plus. Et alors, d'après vous, est-il pleinement conscient ou non? Qu'en pensez-vous? D'après moi, il l'est. Seulement, il faudrait qu'il me donne un reçu. Il le griffonnera. Qu'avez-vous là? Un registre? Oui, voici. Donnez. Allons, Rodia, soulève-toi. Je te soutiendrai. Fiche-lui du Raskolnikov. Prends la plume, mon vieux, car à ce coup-ci, il nous faut plus d'argent que de mélasse. Je ne veux pas. Qu'est-ce que tu ne veux pas? Je ne veux pas signer. Mais, animal, il faut un reçu. Je ne veux pas d'argent. C'est de l'argent dont tu ne veux pas? Ça, mon vieux, tu radotes. Je m'en porte garant. Ne vous préoccupez pas de cela, je vous prie. Ce n'est rien du tout. Il déraisonne à nouveau. Ça lui arrive du reste aussi quand il est éveillé. Vous êtes un homme sensé et nous allons guider sa main, ainsi, simplement, et il va signer. Y êtes-vous? Après tout, je préfère revenir une autre fois. Non, non, pourquoi vous déranger? Vous êtes un homme sensé. Allons, Rodia, ne retarde pas ton visiteur. Tu vois, il attend. Et il voulut vraiment se mettre à guider la main de Raskolnikov. Laisse, je vais, prononça celui-ci. Il prit la plume et signa dans le registre. L'encaisseur compta l'argent et s'en fut. Bravo! Et maintenant, veux-tu manger, mon vieux? Oui, répondit Raskolnikov. Avez-vous de la soupe? De la soupe d'hier, répondit Nastasia, qui était restée là tout le temps. De la soupe aux pommes de terre ou à la semoule de riz? Aux pommes de terre et à la semoule. Je m'en doutais. Apporte la soupe et du thé aussi. Bon. Raskolnikov regardait tout avec ahurissement et avec une terreur obtuse et insensée. Il avait décidé de se taire et d'attendre ce qui allait suivre.
Je sens que je ne délire pas, pensait-il. Je crois bien que c'est la réalité. Quelques instants plus tard, Nastasia apporta la soupe et déclara que le thé serait prêt de suite. 2 assiettes, 2 cuillères et tout le service, sel, poivre, moutarde pour le bouilli, etc., apparurent sur la table, ce qui n'était plus arrivé depuis longtemps déjà. La nappe était propre. Il ne serait pas mauvais, Nastasiushka, que Praskovia Pavlovna nous expédie 2 bonnes petites bouteilles de bière. Nous en boirions bien. Tu es dégourdie, toi, murmura Nastasia, et elle s'en alla exécuter l'ordre. Raskolnikov continuait à tout regarder d'un regard sauvage et tendu. Dans l'entretemps, Rasoumikine s'était assis sur le divan. Il saisit la tête de son camarade de la main gauche, avec une maladresse d'ours, bien que Raskolnikov eût pu se soulever par ses propres forces, puisa une cuillerée de soupe, souffla dessus à plusieurs reprises, afin qu'il ne s'y brûlât pas. Mais la soupe n'était pas bien chaude. Avec avidité, Raskolnikov avala une cuillerée, puis une autre, puis une 3e. Ici, Rasoumikine s'arrêta soudain et déclara que, pour la suite, il faudrait prendre conseil de Zosimov. À ce moment, Nastasia entra, portant 2 bouteilles de bière. « Veux-tu du thé ?»« Oui. »« Du thé, en vitesse, Nastasia. Pour le thé, je crois qu'on peut se passer de la faculté. Et voici la bière. » Il s'assit sur la chaise, tira à lui la soupe et la bière, et se mit à manger avec un tel appétit qu'on aurait cru qu'il n'avait plus rien avalé depuis 3 jours. « Mon cher Rodia, voilà plusieurs jours que je dîne ainsi chez vous, articula-t-il pour autant que le lui permettait sa bouche bourrée de viande. Et c'est Patchenka, ta chère logeuse, qui m'honore de cette façon. Moi, évidemment, je n'insiste pas. Je ne proteste pas non plus. Et voici Nastasia avec le thé. Elle est bien preste. Nastenka, veux-tu de la bière ? Tais-toi, brigand. Et du thé ? Du thé, je veux bien. Verse-le. Attends, je vais t'en verser moi-même. Assieds-toi. Il s'affaira, versa une tasse, puis une autre, abandonna le déjeuner et s'assit à nouveau sur le divan. Il entoura comme tout à l'heure la tête du malade de son bras gauche, le souleva et lui donna du thé par petites cuillerées, tout en soufflant avec une application spéciale sur la cuillère, comme si la chose la plus importante pour la guérison du malade consistait dans cette façon de procéder. Raskolnikov ne protestait pas, quoiqu'il se sentît la force de se soulever et de s'asseoir sur le divan sans aide étrangère, et non seulement de tenir la cuillère ou la tasse, mais même, peut-être, de marcher. Mais une sorte de ruse insolite, animale même, lui suggéra de cacher provisoirement ses forces, de se tenir coi, et, s'il le fallait, de jouer celui qui ne comprend pas encore très bien, ce qui lui permettrait de tendre l'oreille et d'apprendre tout ce qui se passait. En fin de compte, il ne put maîtriser son dégoût. Après une dizaine de cuillerées de thé, il libéra sa tête du bras qui la soutenait, repoussa la cuillère d'un mouvement d'enfant capricieux et se laissa tomber sur les coussins. Sous sa tête, en effet, il y avait maintenant de vrais coussins, des coussins de duvet avec des taies propres. Il n'avait pas manqué de le remarquer. « Il faudrait que Patchenka nous fasse parvenir aujourd'hui même de la confiture de framboise pour lui faire une tisane, dit Rasoumikine, se réinstallant à table et se remettant à manger et à boire. « Où veux-tu qu'elle prenne de la framboise ?» demanda Nastasia, qui tenait sa soucoupe de ses 5 doigts écartés et qui filtrait son thé à travers le sucre qu'elle tenait en bouche. « Dans une boutique ? Tu vois, Rodia, pendant ta maladie, il s'est passé ici pas mal de choses. Lorsque tu t'es enfui de chez moi comme un filou, sans me dire ton adresse, une telle rage m'a saisi que j'ai décidé de te retrouver et de te demander raison. J'ai commencé le jour même. J'ai couru, interrogé, questionné. Cette adresse-ci, je l'avais oubliée. Du reste, je ne pouvais m'en souvenir pour la simple raison que je ne l'ai jamais connue.
Mais je me rappelais que ton logement précédent était près des Pia Ougloff, dans l'immeuble Karlamov. Ce que j'allais chercher, cet immeuble Karlamov. Finalement, ce n'était pas l'immeuble Karlamov, mais bouche, comme les consonances sont trompeuses parfois. Alors, je me suis fâchée. Je me suis même lâchée à tel point que, le lendemain, à tout hasard, je suis allée au bureau des adresses. Et, imagine-toi, on t'y a retrouvé en un clin d'œil. Tu y es renseigné. Moi, renseigné? Comment donc? Mais le général Kobelev, celui-là, on a pu le trouver. Du moins, pendant que j'étais là. Trêve de discours. Dès que je suis arrivé ici, je me suis mis au courant de toutes tes affaires. De toutes. Mon vieux, je sais tout. Nastasia peut en témoigner. J'ai fait la connaissance de Nicodim Fomitch et d'Ilya Petrovitch, du portier et de M. Zametov, d'Alexandre Grigorievitch, secrétaire du bureau local, et enfin de Pachenka. Ça, c'était le comble. Tu l'as amadoué, bredouilla Nastasia avec un sourire fripon. Et vous-même pourriez venir par-dessus le marché, Nastasia Nikiforovna. Oh, toi, bandit s'écria Nastasia, et elle pouffa de rire. Et je suis Petrovna, et pas Nikiforovna, ajouta-t-elle soudain quand elle eut cessé de rire. J'en tiendrai compte. Alors, mon vieux, sans discours inutiles, j'ai voulu tout d'abord employer des remèdes radicaux pour extirper d'un coup tous les préjugés qui règnent ici. Mais Pachenka a eu raison de moi. Moi, mon vieux, je ne m'étais nullement attendu à ce qu'elle soit si avenante. Hein? Qu'en dis-tu? Raskolnikov se taisait, quoiqu'il n'eût pas détourné un instant le regard inquiet qu'il fixait sur son ami. Même très avenante, continua Rassoumikine, qui ne fut nullement déconcerté par le silence de son ami et comme approuvant une réponse reçue. Elle est même très bien sur tous les chapitres. Ah, l'animal s'exclama Nastasia, que cette conversation plongeait dans une inexprimable béatitude. C'est bête, mon vieux, que, dès le début, tu n'aies pas su prendre le taureau par les cornes. C'est tout autrement qu'il fallait agir avec elle, car, pour ainsi dire, c'est un caractère tout à fait inattendu. Bon, nous en reparlerons par après, du caractère. Mais comment, entre autres, en arriver au point qu'elle ne voulut plus t'envoyer à dîner? Ou bien, par exemple, cette traite. Mais il faut être fou pour signer des traites. Ou bien, par exemple, ce mariage projeté, du temps où la fille Natalia Yegorovna était vivante. Je sais tout. Après tout, je vois que je touche la corde sensible et que je suis un âne. Pardonne-moi. Mais à propos de bêtises, qu'en penses-tu? Praskovia Pavlovna, mon vieux, n'est pas du tout aussi bête qu'on peut le supposer au premier abord. Non, murmura Raskolnikov, les yeux détournés, mais comprenant qu'il était avantageux de continuer l'entretien. N'est-ce pas? S'écria Rassoumikine, visiblement satisfait de ce qu'on lui eût répondu. Mais pas maligne non plus, hein? Un caractère absolument inattendu. Moi, mon vieux, je m'y perds en partie, je te l'avoue. Elle a 40 ans passés, elle dit qu'elle en a 36, et d'ailleurs, son aspect lui donne ce droit. Et puis, je te le jure, je la juge plutôt intellectuellement suivant la seule métaphysique. Mon vieux, il est arrivé là une telle complication que ça en vaut bien l'algèbre. Je n'y puis rien comprendre. Enfin, laissons ces bêtises. Le fait est que, voyant que tu n'étais plus étudiant, que tu n'avais plus ni leçon ni costume, et que, après la mort de la demoiselle, elle n'avait plus à te traiter sur un pied familial, elle a eu peur. Et, comme toi, de ton côté, tu t'es terré dans ton coin, sans maintenir les relations passées, la pensée lui est venue de te faire déguerpir. Elle avait cette intention depuis longtemps, mais elle ne put s'y résoudre à cause de la traite. En outre, tu affirmais toi-même que ta mère payerait. C'est ma bassesse qui m'a fait dire cela. Ma mère en est au point de demander elle-même l'aumône. Je mentais pour pouvoir rester ici et manger.
prononça Raskolnikov à voix haute et distincte. Mais oui, c'est très raisonnable. Le hic, c'est qu'ici survint monsieur Tchebarov, conseiller de cour et homme d'affaires. Patchenka, sans lui, n'aurait rien entrepris. Elle a trop de pudeur pour cela, tandis que l'homme d'affaires n'a pas de pudeur. Et, d'emblée, il a posé une question. Y a-t-il de l'espoir de faire payer la traite ? Réponse : oui, car il y a là une mère qui, avec ses 125 roubles de pension, va tirer Rodienka de ce mauvais pas, même s'il fallait se priver de manger. Et il y a aussi une sœur qui accepterait la servitude pour sauver son petit frère. Alors, il s'est basé sur cela. Qu'as-tu à remuer ? J'ai découvert tous tes secrets, mon vieux. Ce n'est pas inutilement que tu faisais des confidences à Pachenka lorsque tu avais encore des relations familiales avec elle. Je te le dis, parce que je t'aime bien. Et c'est ainsi, l'homme honnête et sensible fait des confidences, tandis que l'homme d'affaires écoute. Et puis, l'homme d'affaires en tire avantage. Alors, elle a cédé cette traite à Tchebarov, et celui-ci, sans se gêner, en a exigé formellement le paiement. Lorsque j'ai eu connaissance de cela, j'ai eu bien envie, par acquis de conscience, de lui jouer un tour de ma façon. Mais l'entente se fit entre Pachenka et moi, et j'ai décidé d'étouffer cette affaire dans l'œuf, en me portant garant que tu payerais. Je me suis porté garant pour toi, mon vieux. Tu entends ? On appela Tchebarov, 10 roubles pour lui fermer le museau et la traite en retour. La voici. J'ai l'honneur de vous la présenter. Vous êtes débiteur sur parole actuellement. Prenez-la, elle est déchirée un peu, comme il se doit. Rassoumikin déposa la traite sur la table. Raskolnikov la regarda et, sans prononcer un mot, se retourna vers le mur. Rassoumikin lui-même en fut offensé. « Je vois, mon vieux, dit-il, une demi-minute plus tard, que j'ai de nouveau fait l'imbécile. J'avais espéré de te divertir, t'amuser par mon bavardage, mais je n'ai réussi qu'à faire mousser ta bile. »« Est-ce toi que je ne reconnaissais pas dans mon délire ?» demanda Raskolnikov, après s'être tu 1 minute et sans faire un mouvement. « Oui, c'est moi. Et même, tu entrais en rage à ce propos, surtout lorsque j'ai amené Zametov. »« Zametov ? Le secrétaire ? Pourquoi ?» Raskolnikov s'était retourné brusquement et fixait Rassoumikin. « Mais qu'as-tu donc ? Pourquoi t'émouvoir ainsi ? Il a voulu faire ta connaissance lui-même, car nous avons beaucoup parlé de toi. De qui, sinon, aurais-je appris tant de choses à ton sujet ? C'est un brave garçon, mon vieux, un garçon étonnant dans son genre, évidemment. À présent, nous sommes devenus amis. Nous nous voyons presque tous les jours. J'habite maintenant dans le quartier. Tu ne le sais pas encore ? Je viens de m'installer. J'ai été 2 fois chez la Visa avec lui. Tu te souviens de la Visa ? La Visa Ivanovna. Ai-je raconté quelque chose pendant mon délire ? Comment donc ? Tu ne t'appartenais plus. Qu'ai-je raconté ? Ça ? Qu'as-tu raconté ? C'est connu. Ce qu'on raconte quand on a le délire. Maintenant, mon vieux, à l'ouvrage, sans perdre de temps. Il se leva et saisit sa casquette. Qu'ai-je raconté ? Il y tient. Craindrais-tu avoir révélé un secret ? N'aie pas peur, rien n'a été dit au sujet de la comtesse. En revanche, il a souvent été question, dans tes propos, d'un bouledogue, de boucles d'oreilles, de chaînes, de l'île Krestovski, d'un portier, de Nicodim Fomitch et d'Ilya Petrovitch, l'adjoint du surveillant. En outre, monsieur a bien voulu s'intéresser particulièrement à sa propre chaussette, très particulièrement. Vous n'arrêtiez pas de geindre. Je veux qu'on me donne ma chaussette. Zametov lui-même a recherché tes chaussettes dans tous les coins, et il t'a présenté ce torchon de ses mains parfumées et chargées de bagues. Alors seulement, monsieur s'est calmé et a tenu cette saleté dans ses mains durant 24 heures. Il était impossible de te la retirer. Sans doute, elle doit encore se trouver quelque part sous les couvertures. Tu as aussi demandé les franges d'un pantalon, les larmes aux yeux, mon vieux. Nous avons cherché à savoir quelle frange, mais nous n'avons pu débrouiller ce que tu voulais. Alors, à l'ouvrage, il y a ici 35 roubles. J'en prends 10, et je t'en rendrai compte dans une couple d'heures.
Dans l'entretemps, j'avertirai Zosimov, bien que, depuis longtemps, il aurait dû être ici, car il est 11 heures passées. Et vous, Nastenka, venez de temps en temps ici, pendant que je serai parti, pour lui donner à boire ou ce dont il a besoin. Je dirai moi-même à Pachenka ce qu'il faut. Au revoir. Pachenka. Il l'appelle Pachenka. Rusé canaille, dit Nastasia après son départ. Puis elle ouvrit la porte et se mit à écouter. Mais elle ne put résister à la tentation et courut elle-même en bas. C'était trop tentant, écouter ce qu'il pouvait bien raconter à la logeuse. On voyait d'ailleurs bien qu'elle était totalement charmée par Rassoumikine. La porte s'était à peine refermée sur elle que le malade rejeta ses couvertures et sauta comme un fou hors du lit. Il avait attendu avec une impatience angoissée, fébrile, qu'ils s'en allassent pour se mettre tout de suite à l'ouvrage. Mais quel était cet ouvrage ? Il ne parvenait plus à s'en rappeler. Mon Dieu, dites-moi une seule chose, le savent-ils ou non ? Et s'ils étaient au courant et dissimulaient afin de me tromper tant que je suis couché, puis qu'après ils entrent en me disant que tout est découvert et qu'ils n'attendaient que... Que dois-je faire à présent ? Je l'ai oublié, comme par un fait exprès. Je l'ai souvent oublié, il y a une minute. Je le savais. Il restait planté au milieu de la chambre et, dans une pénible incertitude, regardait autour de lui. Il s'approcha de la porte, tendit l'oreille, mais ce n'était pas cela. Soudain, comme s'il s'était rappelé ce qu'il avait à faire, il se précipita vers le coin et commença à l'explorer avec la main. Mais ce n'était pas cela non plus. Il alla au poêle, l'ouvrit et fouilla dans les cendres. Les franges du pantalon et les morceaux de la poche arrachés étaient comme il les avait jetés. Donc, personne n'y avait regardé. Puis, il se souvint de la chaussette dont Rassoumikine venait de lui parler. Elle était, en effet, sur le divan, sous la couverture. Mais elle avait été à ce point frottée et salie depuis lors que, évidemment, Zametov n'avait pu s'apercevoir de rien. Bah, Zametov, le bureau. Pourquoi donc me convoque-t-on au bureau ? Où est la notification ? Bah, j'ai confondu. C'est alors qu'on me demandait. J'ai aussi examiné la chaussette. Alors et maintenant. Maintenant, j'ai été malade. Pour quelle raison Zametov est-il venu ? Pourquoi Rassoumikine l'a-t-il amené ? Se murmurait-il, s'asseyant sans force sur le sofa. Qu'est-il donc ? Est-ce le délire qui continue ou est-ce la réalité ? Ah, je me rappelle. Fuir, fuir tout de suite. Il faut absolument, absolument fuir. Oui, mais où ? Et où sont mes habits ? Mes souliers ne sont pas là. Ils les ont enlevés, dissimulés. Je comprends. Et voici le par-dessus. Il n'a pas été examiné. Voici l'argent sur la table. Dieu merci. Voici la traite. J'emporterai l'argent et je m'en irai. Puis je louerai une autre chambre où ils ne me découvriront pas. Oui, mais le bureau des adresses. Ils trouveront. Rassoumikine trouvera. Mieux vaut s'enfuir tout à fait. Au loin, en Amérique, et que le diable les emporte. Il faut prendre la traite aussi. Elle pourra servir là-bas. Que dois-je encore emporter ? Ils pensent que je suis souffrant. Ils ne soupçonnent même pas que je peux marcher. Ha 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 ! J'ai deviné à leurs yeux qu'ils n'ignorent rien. Qu'ils me laissent seulement descendre l'escalier. Et s'ils ont mis un homme là, un policier, qu'est-ce ? Ah ! Voilà de la bière qui est restée. Une demi-bouteille fraîche. Il saisit la bouteille, où restait encore un verre de bière, et but d'un trait, avec délectation, comme s'il éteignait un feu intérieur. Mais un instant plus tard, la boisson lui fit tourner la tête, et un léger et agréable frémissement lui parcourut l'échine. Il se recoucha et tira sur lui la couverture. Sa pensée, déjà maladive et dispersée, s'embrouilla de plus en plus, et bientôt le sommeil, agréable, descendit sur lui. Il posa avec délice sa tête sur l'oreiller, s'enveloppa bien dans la couverture ouatée qui remplaçait maintenant le manteau,
soupira doucement et sombra dans un sommeil profond et réparateur. Il se réveilla, entendit que quelqu'un était entré dans sa chambre, ouvrit les yeux et vit Rasoumikine qui, sur le pas de la porte, hésitait à entrer. Raskolnikov s'était rapidement soulevé et le regardait comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose. « Ah, tu ne dors pas. Me voici. Nastasia, apporte le paquet !» cria Rasoumikine dans l'escalier. « Je vais te rendre mes comptes tout de suite. »« Quelle heure est-il » demanda Raskolnikov en regardant tout autour de lui avec inquiétude. « Tu as dormi comme du plomb, mon vieux. C'est le soir. Il est déjà 6 heures. Tu as dormi plus de 6 heures. Mon Dieu, comment est-ce possible ? Mais quoi ? Tant mieux pour ta santé. Qu'est-ce qui presse ? As-tu un rendez-vous ? Nous avons tout le temps. J'attends ton réveil depuis 3 heures. Je suis venu voir au moins 3 fois, mais tu dormais. J'ai été 2 fois chez Zosimov. Il n'était pas là. Mais ce n'est rien. Il viendra. Je suis aussi sorti pour mes petites affaires personnelles. Car j'ai déménagé, complètement, avec mon oncle. Car j'ai un oncle, maintenant. Au diable, l'oncle. À l'ouvrage. Donne ici le paquet, Nastenka. Nous allons... Et comment vas-tu, mon vieux ? Je vais bien. Je ne suis pas malade. Rasoumikine, es-tu ici depuis longtemps ? Je te l'ai dit, j'attends depuis 3 heures. Non, avant. Quoi, avant ? Depuis quand viens-tu ici ? Mais je t'ai tout raconté tout à l'heure, tu ne te rappelles pas ? Raskolnikov devint pensif. Il se souvenait de ce qui s'était passé tout à l'heure, comme si c'était un songe. Et, ne pouvant s'en souvenir clairement, il regardait interrogativement Rasoumikine. « dit celui-ci, tu as oublié. Il m'a bien semblé tantôt que tu n'étais pas tout à fait... Ça va mieux, maintenant, après le sommeil. Vrai, tu as bien meilleure mine. Bravo, mon vieux. Allons, à l'ouvrage. Ta mémoire te reviendra tout de suite. Regarde ici, chère âme. » Il se mit à défaire le paquet auquel il s'intéressait visiblement. « Ceci, mon vieux, j'y tenais particulièrement, car il fallait bien que tu aies figure humaine. Procédons avec ordre. Commençons par le haut. Vois-tu cette casquette ?» commença-t-il, sortant du paquet une assez jolie coiffure, mais qui, en somme, était fort ordinaire et bon marché. « Laisse-moi te l'essayer. »« Tout à l'heure, » prononça Raskolnikov, se défendant hargneusement de la main. « Non, mon vieux Rodia, laisse-moi faire. Tout à l'heure, ce sera trop tard. Et puis, je ne dormirai pas de toute la nuit, car je l'ai acheté au hasard, sans prendre tes mesures. » « Tout juste !» s'exclama-t-il triomphalement lorsqu'il l'eut essayé. « Tout juste la pointure qu'il fallait. La coiffure, mon vieux, c'est la pièce la plus importante de l'habillement. C'est une recommandation en son genre. Mon ami Tolstiakov est obligé d'enlever son couvre-chef chaque fois qu'il entre dans quelque endroit public où tout le monde garde le chapeau. Tous pensent que c'est par humilité, mais, en fait, il a honte de son nid d'oiseau. C'est un homme pudique, Tolstiakov. Alors, Nastenka, voici 2 coiffures. Ce Palmerston, il pêcha dans le coin le vieux chapeau tout défiguré de Raskolnikov qu'il appela, Dieu sait pourquoi, Palmerston. Et ce pur joyau, peux-tu évaluer son prix, Rodia ? Et toi, Nastasiouchka ? Il s'adressa à elle, voyant qu'il ne lui répondait pas. Tu l'as bien payé 20 kopecks, répondit Nastasia. 20 kopecks ? Imbécile, s'écria-t-il, froissé. De nos jours, on ne t'achèterait pas toi-même pour 20 kopecks. 80 kopecks. Et encore, c'est parce qu'elle est usagée. Il est vrai qu'il y a une convention. Quand celle-ci sera usée, il t'en donnera une neuve pour rien l'année prochaine. Je te le jure. Venons-en aux États-Unis d'Amérique, comme on disait chez nous au lycée. Je t'avertis, je suis fier du pantalon. Et il déploya devant Raskolnikov un pantalon gris fait en tissu d'été. Pas le moindre trou, pas la moindre tache, et très convenable, quoiqu'il ait déjà été porté. Le gilet est assorti, comme l'exige la mode. Qu'il soit usagé, c'est tant mieux. C'est plus doux, plus souple. Tu vois, Rodia, pour faire carrière, il suffit d'après moi
de toujours observer les saisons. Si tu n'exiges pas des asperges en janvier, tu économiseras quelques roubles. De même pour cet achat. Actuellement, c'est l'été, et j'ai fait un achat estival, car en automne, des vêtements plus chauds seront nécessaires, et il faudra jeter ceux-ci. D'autant plus qu'ils se seront détruits d'eux-mêmes, sinon par le fait d'une prospérité accrue, du moins par l'action de difficultés intestines, si l'on peut dire. Combien, d'après toi ? 2 roubles 25 kopecks. Et souviens-toi, toujours la même condition, celui-ci usé. L'année prochaine, tu en reçois un autre pour rien. Chez Fediaev, on ne pratique pas autrement. Tu paies une fois et c'est pour toute la vie. Ceci parce que tu n'y retournes plus. Alors, voyons les bottes. Qu'en dis-tu ? On voit bien qu'elles sont usagées, mais elles y iront encore bien 2 mois, car c'est de la marchandise importée. Elles ont été refilées à la friperie par le secrétaire de l'ambassade d'Angleterre. Il ne les avait portées que 6 jours, et puis il a eu un besoin d'argent. Prix 1 rouble 50 kopecks. N'est-ce pas un achat heureux ? Peut-être n'est-ce pas la pointure, remarqua Nastasia. Pas la pointure. Pourquoi ? Il sortit de sa poche le vieux soulier de Raskolnikov. Tout recroquevillé, troué, plaqué de boue. J'avais prévu cela, et on m'a donné la mesure d'après ce monstre. Quant au linge, je me suis arrangé avec la logeuse. Voici, avant tout, 3 chemises. Elles sont de toile, mais le plastron est à la mode. Alors, 80 kopecks la casquette, 2 roubles 25 les autres vêtements, cela fait 3 roubles 5 kopecks. 1 rouble 50 les bottes, car elles sont vraiment très bien, cela fait 4 roubles 55 kopecks, et 5 roubles tout le linge. On a fait un prix pour le tout, cela fait au total 9 roubles 55 kopecks. Veuillez accepter 45 kopecks de monnaie, en sous de cuivre, que voici. Ainsi, Rodia, ta garde-robe est maintenant reconstituée, car, à mon avis, ton par-dessus, non seulement convient encore, mais possède même un air spécialement distingué. Voilà ce que c'est que de commander ces vêtements chez Charmer. Les chaussettes et le reste, je laisse cela à tes soins. Il nous reste 25 petits roubles, et ne t'inquiète pas au sujet de Pachenka et du loyer. Je lui ai parlé. Crédit ultra illimité. Et maintenant, permets-moi de te changer de linge, car actuellement c'est surtout ta chemise qui est malade. Laisse-moi, je ne veux pas, se défendait Raskolnikov, qui avait écouté avec répugnance cette relation enjouée de l'achat des vêtements. Ce n'est pas permis, mon vieux. Pourquoi aurais-je alors battu le pavé ? Insista Rasoumikine. Nastasia, ne sois pas gênée, aide-moi. Voilà. Et, malgré la résistance de Raskolnikov, ils lui changèrent quand même son linge. Puis, ce dernier s'affala sur les coussins et se tut 2 minutes. Ils sont tenaces. Ils ne me lâchent pas, pensait-il. Avec quel argent a-t-on payé tout cela ? Demanda-t-il enfin en regardant le mur. Quel argent ? Ceci est un peu fort. Mais avec ton argent. L'encaisseur de chez Vakrouchine est venu tout à l'heure. Ta mère a envoyé de l'argent. L'aurais-tu oublié aussi ? Maintenant, je me souviens, prononça Raskolnikov après une longue et sombre méditation. Rasoumikine le regardait avec inquiétude, les sourcils froncés. La porte s'ouvrit et un homme grand et robuste entra. Raskolnikov le reconnut vaguement. « Zosimov ! Enfin !» s'écria Rasoumikine, tout heureux. Chapitre 4. Zosimov était un homme gras et de haute taille. Il avait une figure bouffie, pâle, toujours rasée de près, des cheveux blonds et raides. Il portait des lunettes et avait à un doigt, gonflé de graisse, une grande chevalière d'or. Il était âgé d'environ 27 ans. Il était vêtu d'un large et élégant par-dessus, d'un clair pantalon d'été, et tous ses vêtements, en général, étaient larges et élégants. Il était tiré à 4 épingles, linge irréprochable et chaîne d'or massif. Ses manières étaient lentes, nonchalantes, aurait-on dit, mais en même temps d'une aisance étudiée. Sa prétention, qu'il s'efforçait d'ailleurs de cacher soigneusement, perçait à chaque instant.
Tous ceux qu'il fréquentait trouvaient qu'il avait un caractère difficile, mais qu'il connaissait son métier. « Par 2 fois, je suis passé chez toi, mon vieux. »« Tu vois, il est revenu à lui, » s'écria Rasoumikine. « Je vois. Et comment nous sentons-nous maintenant ?» demanda Zosimov au malade, le regardant attentivement et s'asseyant à ses pieds sur le divan, où il s'étendit tout de suite du mieux qu'il put. « Toujours le spleen, » continua Rasoumikine. « On vient de lui changer son linge, et il a manqué d'en pleurer. » « C'est compréhensible. On aurait pu attendre s'il n'en avait pas envie. Le pouls est parfait. Toujours de légers maux de tête. Je suis bien portant. Je suis absolument bien portant, insista nerveusement Raskolnikov, qui se souleva sur le divan et dont les yeux jetèrent un éclair. Mais il retomba tout de suite et se retourna vers le mur. Zosimov, l'observant avec attention. « Tout va très bien. »« Tout est parfait, » prononça-t-il nonchalamment. « A-t-il mangé quelque chose ?» Rasoumikine le renseigna et demanda ce qu'on pouvait lui donner. « On peut tout lui donner. De la soupe, du thé, pas de champignons ni de cornichons marinés, évidemment, pas de viande non plus et... » Mais à quoi bon bavarder ? Il échangea un coup d'œil avec Rasoumikine. « Au diable les prescriptions. Je viendrai encore le voir demain. » « Demain soir, je l'emmène en promenade, » décida Rasoumikine. « Au jardin Youssoupov. Ensuite, nous irons au palais de cristal. » Je ne le bousculerai pas encore demain, mais en somme, un peu. Nous verrons bien alors après tout. Dommage, je pends justement la crémaillère aujourd'hui. Il devrait en être. On l'installera sur un divan avec nous. Tu viens ? Demanda-t-il soudain à Zosimov. Prends garde, n'oublie pas, tu as promis de venir. Plus tard, probablement. Qu'as-tu donc organisé ? Mais rien, il y aura seulement du thé, du vodka, des harengs. On servira un pâté. Une réunion d'amis. Qui viendra, au juste ? Mais tous les gens d'ici, presque tous des nouveaux venus. Excepté peut-être le vieil oncle qui est, du reste, également nouveau venu. Il est arrivé hier à Pétersbourg. Pour je ne sais quelles menues affaires. On ne se voit d'ailleurs que tous les 5 ans. Que fait-il ? Il a vivoté toute sa vie comme directeur d'un bureau des postes de district. Il touche une maigre pension. Il a 65 ans. N'en parlons pas. Je l'aime bien, en somme. Porfiri Petrovitch viendra également. Il est juge d'instruction. Et Pravoved, tu dois le connaître. C'est aussi un de tes parents ? Des plus éloignés. Mais pourquoi prends-tu cet air renfrogné ? Tu ne veux sans doute pas venir parce que vous vous êtes querellés autrefois ? Je me fiche pas mal de lui. Tant mieux. Et il y aura encore des étudiants, un instituteur, un fonctionnaire, un musicien, un officier, Zametov. Dis-moi, veux-tu, que peut-il y avoir de commun entre toi ou bien entre lui ? Zosimov montra Raskolnikov de la tête. Et un quelconque Zametov. Oh, ces gens difficiles, les principes. Tu te trouves installé sur ces principes comme sur des ressorts, tu n'oses pas bouger de toi-même. Mais d'après moi, c'est un brave homme. Voilà le principe. Et je ne veux plus rien savoir d'autre. Zametov est un type magnifique. Et il se fait graisser la patte. Et alors, je m'en fiche pas mal. Qu'est-ce que cela peut faire ? S'écria tout à coup Rasoumikine avec une nervosité anormale. L'ai-je donc jamais approuvé de se faire graisser la patte ? Je t'ai dit seulement que c'était un brave type dans son genre. Et vrai, si l'on examinait à fond tous les genres, en compterait-on beaucoup de braves gens ? Mais dans l'éventualité d'un tel examen, je suis sûr que je ne vaudrais pas plus qu'un oignon étuvé, et encore seulement si l'on te joignait à moi en supplément. C'est peu. J'en donnerais bien 2 de toi. Et moi, je n'en donnerais qu'1. En voilà, de l'esprit. Zametov n'est encore qu'un gamin. Je lui donne la fessée. Et c'est pourquoi il faut l'attirer et non le repousser. Repousser quelqu'un ne le corrige pas, à plus forte raison s'il s'agit d'un gamin. Avec un enfant, il faut faire doublement attention.
C'est vous, tête de bois progressiste, qui ne comprenez rien à rien. Vous ne respectez pas l'homme, et par là, vous vous offensez vous-même. Si tu veux savoir tout, il y a maintenant une histoire à laquelle nous participons en commun. Curieux de savoir. Toujours à propos du peintre en bâtiment. Nous saurons bien le sortir de cette histoire. Du reste, il n'y a rien de grave. L'affaire est tout à fait claire maintenant. Nous ne ferons qu'activer la solution. De quel peintre parles-tu? Comment? Ne te l'ai-je pas raconté? Non? Ah, mais oui. J'avais seulement commencé. C'est à propos de l'assassinat de la vieille usurière. Il y a un peintre qui y est impliqué. Oui, l'assassinat, j'en ai déjà entendu parler avant toi, et je m'intéresse à cette affaire. En partie, à cause d'un incident. Je l'ai lu dans les journaux. Quant au... Lisaveta, on l'a tuée aussi, lança tout à coup Nastasia, s'adressant à Raskolnikov. Elle était restée tout ce temps dans la chambre, dans le coin, près de la porte, à écouter. Lisaveta, murmura Raskolnikov d'une voix à peine perceptible. Lisaveta, la marchande, ne la connais-tu pas? Elle venait ici, en bas. Elle t'a même réparé une chemise. Raskolnikov se retourna vers le mur, où il choisit sur le papier jaune, tout sale, semé de petites fleurs blanches, une de celles-ci, difforme, avec des petites raies brunes, et il se mit à l'examiner. Il compta le nombre de pétales, les dentelures, les petits traits bruns. Il sentait que ses membres s'étaient engourdis, mais il n'essayait même pas de bouger et regardait fixement la fleur. « Qu'y a-t-il à propos de ce peintre ?» dit Zosimov avec un mécontentement particulier, coupant le bavardage de Nastasia. Celle-ci poussa un soupir et se tut. « Ils l'ont accusé d'être l'un des assassins », continua Rasumikine avec feu. « Y a-t-il des preuves ? Du diable s'il y a des preuves. En somme, on l'a accusé précisément sur une preuve, mais cette preuve n'en est pas une et c'est ce qu'il faut démontrer. C'est ainsi que la police s'est trompée sur tout, sur... comment s'appelle-t-il donc ? Kor et Pestriakov. Ouais, comme tout cela se fait stupidement, cela rend malade. Pestriakov viendra peut-être me voir aujourd'hui. À propos, Rodia, tu es déjà au courant de cette histoire. Elle est arrivée avant que tu ne tombes malade, la veille précisément de ton évanouissement dans le bureau, au moment où l'on en parlait. Zosimov jeta un regard curieux à Raskolnikov. Celui-ci ne bougeait pas. « Tu sais, Rasumikine, tu es, en somme, remuant en diable, remarqua Zosimov. « Tant pis, mais nous l'en sortirons, s'écria Rasumikine, frappant la table du poing. « Qu'est-ce qui choque, là-dedans ? Ce n'est pas le fait qu'il se trompe. Se tromper est une chose excusable. Par là, on atteint la vérité. Ce qui m'irrite, c'est qu'ils radotent et qu'ils admirent leur propre radotage. J'ai du respect pour Porphyrie. Mais qu'est-ce qui les déroute dès l'abord ? La porte était fermée et quand Kor et Pestriakov sont revenus avec le portier, elle était ouverte. Donc, Kor et Pestriakov sont les assassins. Voilà leur logique. Ne t'excite pas, on les a simplement retenus. On ne peut quand même pas... À propos, j'avais déjà rencontré ce Kor. Il se révéla être un acheteur des objets non dégagés, hein ? Oui, un filou quelconque. Il achète aussi des traites. Un chevalier d'industrie. Qu'il aille au diable. Comprends-tu ce qui me met en rage ? C'est leur routine vétuste, plate, racornie. Dans cette affaire, il y a moyen de découvrir une voie nouvelle. On peut tomber sur la bonne piste en se basant uniquement sur des données psychologiques. Nous avons des faits, disent-ils. Les faits ne sont pas tout, ou, tout au moins, la moitié de la chose consiste à savoir se servir des faits. Et tu sais te servir des faits ? Mais comment se taire quand on sent, nettement, que l'on pourrait aider à la solution si... Eh, tu la connais en détail, l'affaire ? Je t'écoute au sujet du peintre. Ah, voilà. Eh bien, écoute l'histoire. Le 3e matin après l'assassinat, lorsqu'ils étaient encore empêtrés dans les Kor et les Pestriakov, quoique ceux-ci eussent justifié chaque pas, c'était l'évidence même, se déclare le plus inattendu des faits.
Un certain Douchkine, paysan, patron d'un débit de boissons situé en face de la maison en question, se présenta au bureau avec un écrin contenant des boucles d'oreilles d'or et raconta tout un roman. Il y a 3 jours, le soir, un peu passé 8 heures, le jour et l'heure, tu saisis. Mikolaï, l'ouvrier peintre qui était déjà venu chez moi dans la journée, s'amène dans mon café et m'apporte cette boîte avec des boucles d'oreilles. Il voulait me la donner en gage pour 2 roubles. Quand je lui demandai « Où l'as-tu prise ?», il répondit qu'il l'avait trouvée sur le trottoir. Je ne l'ai pas interrogé là-dessus. C'est Douchkine qui parle. Et je lui ai sorti un petit billet, c'est-à-dire 1 rouble. Car, pensais-je, si ce n'est pas moi, c'est un autre qui le prendra. Et, quant à l'argent, il le boira quand même. Mieux vaut que l'objet reste chez moi. On trouve ce qu'on cache, et si quelque chose arrive, ou qu'il y ait des bruits, alors je le présenterai. Évidemment, il raconte là le songe de sa grand-mère. Il ment comme un cheval. Je connais moi-même ce Douchkine. C'est aussi un usurier et un receleur. Et ce bijou de 30 roubles, ce n'est pas pour le présenter qu'il l'a chipé à Mikolaï. C'est la frousse qui le fait parler. Que le diable l'emporte. Écoute, Douchkine, continue. Je connais Mikolaï Dementiev depuis l'enfance. Il est paysan de notre province et de notre district, Zaraïski. Car nous sommes, nous-mêmes, de la province de Ryazan. Et Mikolaï, bien qu'il ne soit pas un ivrogne, aime à boire un coup. Et nous savions qu'il travaillait comme peintre dans cette maison avec Mitreï, qui est du même pays que lui. Et quand il reçut le petit billet, il le changea tout de suite, but 2 verres sur le coup, prit sa monnaie et s'en alla. Je n'ai pas vu Mitreï avec lui à cette heure-là. Et le jour d'après, voilà que nous apprenons qu'on a tué avec une hache Alona Ivanovna et sa sœur Lizaveta Ivanovna. Nous les connaissions, et c'est alors que le doute nous a saisis, car il était connu de nous que la morte prêtait sur gage. Alors je suis allé à la maison et, discrètement, sans bruit, j'ai cherché à savoir. Mikolaï était-il là ? Ai-je demandé avant tout. Et Mitreï m'a répondu que Mikolaï est en vadrouille, qu'il est revenu seul à la maison à l'aube, qu'il est resté 10 minutes, puis qu'il est reparti. Mitreï ne l'a plus vu depuis lors, et a achevé l'ouvrage tout seul. Leur travail était à faire dans un appartement donnant sur le même escalier que l'appartement des femmes assassinées, au 1er étage. Quand nous avons entendu cela, nous n'en avons parlé à qui que ce soit. C'est toujours Douchkine qui parle. Alors, nous nous sommes informés du mieux que nous pouvions sur l'assassinat, et nous sommes rentrés chez nous, toujours en proie au même doute. Et ce matin, à 8 heures, c'est-à-dire le lendemain du crime, tu comprends, je vois Mikolaï qui rentre chez moi, légèrement ivre, mais pas au point de ne pouvoir comprendre la conversation. Il s'assied et il se tait. À part lui, il n'y avait chez moi qu'un étranger, un habitué, qui dormait sur le banc, et mes 2 garçons. « As-tu vu Mitreï ?» lui demandai-je. « Non, dit-il. »« Et n'es-tu pas revenu ici ?»« Non, pas depuis 3 jours. »« Et aujourd'hui, où as-tu dormi ?»« Au sable, chez les gars de Coloma. »« Où as-tu pris les boucles ?»« Je les ai trouvées sur le trottoir, dit-il, d'une façon bizarre et en détournant les yeux. »« Et as-tu entendu ce qui est arrivé ce soir-là, à cette heure, sur l'escalier ?»« Non. » Et il écoutait, les yeux hors de la tête. Puis il devint blanc comme la craie. Je lui raconte alors l'histoire, et je le vois qui prend son chapeau et veut se lever. Mais moi, je veux le retenir. « Attends, Mikolaï, prends encore un verre. » Et je fais signe au garçon pour qu'il ferme la porte, tandis que je sors de derrière le comptoir. Mais voilà tout à coup qu'il bondit et se sauve au dehors, les jambes à son cou, tout droit dans la ruelle. C'est tout ce que j'en ai vu. Alors, mon doute s'est dissipé, car, en fait, c'est... Évidemment, prononça Zosimov. Un moment, écoute la suite. On se met tout de suite aux trousses de Mikolaï. On retient Douchkine et on fouille chez lui. On arrête Mitreï et on met aussi les gars de Coloma sur la sellette. Et voilà que, il y a 3 jours, on amène Mikolaï lui-même. On l'avait arrêté dans une auberge, près de l'octroi de N. Il était arrivé là, avait ôté sa croix d'argent et, l'offrant en échange, avait demandé un flacon. On le lui donne. Quelques instants plus tard, une femme se rend à l'étable et voit, par une fente de la grange,
Micolaï qui essaie de passer sa tête dans un nœud coulant formé par la boucle de sa ceinture qu'il avait attachée à une poutre. La femme se met à hurler à tue-tête et on accourt. « Ah, voilà comme tu es ! Menez-moi au commissariat, dit-il. J'avouerai tout. » Alors, on le mène avec tous les honneurs qui lui sont dus au commissariat, c'est-à-dire ici. On l'interroge. « Alors, quoi, comment, quand, quel âge ?» 22, etc. Question. Pendant que vous étiez à l'ouvrage, dans la maison, Mitreilli et toi, n'avez-vous pas vu quelqu'un dans l'escalier à telle heure ? Réponse. Certainement, il est passé des gens, mais nous n'avons remarqué personne. N'avez-vous pas entendu de bruit ou quoi ? Rien de particulier. Et savais-tu, toi, Micolaï, que ce jour même, on avait assassiné et dépouillé à telle heure telle veuve avec sa sœur ? Je n'en savais rien du tout. C'est Afanasie Pavlovitch qui m'a dit tout au débit. Le 3e jour. Et où as-tu pris les boucles ? Je les ai trouvées sur le trottoir. Pourquoi n'as-tu pas repris ton travail avec Mitreilli ? Parce que j'ai fait la noce. Où as-tu fait la noce ? À tel et tel endroit. Pourquoi t'es-tu enfui de chez Douchkine ? J'avais peur. De quoi ? D'être accusé. Comment as-tu pu avoir peur de cela si tu te sentais innocent ? Eh bien, crois-moi ou ne me crois pas, Zosimov, mais cette question a été posée, et précisément dans ces termes-là. Je le sais positivement, on me l'a rapporté. Qu'en penses-tu, hein ? Mais enfin, des preuves existent quand même. Je ne parle pas de preuves maintenant, mais de cette question, de leur manière de comprendre leur fonction. Au diable ! Alors, on lui serre la vis d'un cran, puis d'un autre, et finalement, il avoue tout. C'est pas sur le trottoir, mais dans le logis où nous travaillons, Mitreilli et moi, que je les ai trouvés. Comment cela ? Voici comment. On avait travaillé toute la journée, moi et Mitreilli, jusqu'à 8 heures, et on voulait partir, quand Mitreilli prend le pinceau et me barbouille la figure de couleur. Puis il prend les jambes à son cou, et moi, je me mets à ses trousses. Je cours après lui en jurant. Mais, en débouchant de l'escalier, voilà que je fonce droit sur le portier et des messieurs, combien étaient-ils, cela je ne m'en souviens pas, puis le portier m'a engueulé pour ça, l'autre portier également, la femme du portier est sortie et nous a injuriés aussi. Un monsieur qui entrait avec une dame nous a interpellés, car nous étions couchés, Mitka et moi, en travers de l'entrée. J'avais saisi Mitka aux cheveux et je l'avais renversé en me mettant à le rosser, et Mitka, sous moi, me saisit aussi par les cheveux et me rendit coup pour coup. Ce n'est pas par méchanceté que nous faisions cela, mais simplement par jeu. Alors Mitka m'a échappé, s'est sauvé dans la rue, et je l'ai poursuivi. Je n'ai pu le rattraper, puis je suis revenu seul dans le logis, car il fallait encore tout mettre en ordre. Je commence à ranger en attendant Mitreilli, croyant qu'il allait revenir. Alors je marche sur une boîte près de la porte du palier, dans le coin. Je regarde, elle est emballée dans du papier. J'enlève le papier et je vois la boîte fermée par de tout petits crochets que je défais, et j'aperçois des boucles d'oreilles dans la boîte. Derrière la porte ? Elle était derrière la porte ? Derrière la porte ? S'écria tout à coup Raskolnikov, regardant Rasoumikine d'un œil trouble et se soulevant lentement sur le divan. Oui, et alors ? Qu'as-tu ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Rasoumikine s'était aussi soulevé. Rien, répondit Raskolnikov d'une voix à peine audible, se laissant à nouveau aller sur le coussin et se retournant vers le mur. Tout le monde se tut un instant. Il s'était assoupi. Sans doute, au réveil, dit enfin Rasoumikine, regardant Zosimov interrogativement. Celui-ci fit un léger signe de tête négatif. « Continue donc, dit Zosimov. Qu'est-il arrivé ensuite ? La suite est claire. Dès qu'il vit les boucles d'oreilles, il oublia l'appartement ainsi que Mitka, saisit son chapeau et courut chez Douchkine. Dit qu'il avait trouvé la boîte sur le trottoir et en reçu 1 rouble. Il mentait, comme tu sais déjà. Après quoi, il se mit à faire la noce. À propos de l'assassinat, il confirme ce qu'il a déjà déclaré. Je ne sais rien de rien. Je n'en ai entendu parler qu'au 3e jour. Pourquoi ne t'es-tu pas présenté ici ? J'avais peur. Pourquoi voulais-tu te pendre ? À cause de l'idée. De quelle idée ? Qu'on me condamnerait.
Voilà toute l'histoire. Et que penses-tu qu'ils en aient conclu ? Que penser ? Ils ont une piste, n'importe laquelle. C'est un fait. On ne va quand même pas le relâcher, ton peintre. Mais ils l'ont accusé de meurtre, maintenant. Ils n'ont même plus de doute. Tu te trompes. Tu t'échauffes. Conviens que, si ce jour-là, à cette heure-là, les boucles ont passé du coffre de la vieille aux mains du garçon, cela a dû se faire d'une manière ou d'une autre. C'est important pour une pareille instruction. Comment ont-elles passé dans ses mains ? S'écria Rassoumikine. Et toi, un médecin dont l'obligation est d'étudier l'homme, et qui a la possibilité, avant tout autre, d'approfondir la nature humaine, ne vois-tu donc pas quelle est la nature de ce Nicolaï ? Ne vois-tu donc pas que tout dans sa déclaration est véridique ? Tout s'est passé comme il l'a déclaré, et c'est ainsi que le bijou est passé dans ses mains. Il a marché sur la boîte et l'a ramassé. Véridique ? Il a lui-même avoué qu'il avait menti la première fois. Écoute-moi, écoute attentivement. Le portier, Kor, Pestriakov, l'autre concierge, la femme du premier portier et son ami qui était alors dans la loge, le conseiller de cour Kriokov qui venait de descendre de fiacre et qui entrait sous le porche, une dame au bras, tous, c'est-à-dire 8 ou 10 témoins, déclarent avec unanimité que Nicolaï était couché avec Dimitri, qu'il était occupé à le rosser et que l'autre l'avait empoigné par les cheveux et cognait aussi. Ils sont couchés au milieu de l'entrée et obstruent le passage. On les injurie de tous les côtés et eux, comme des gosses, expression employée par les témoins, se débattent, glapissent, rient à gorge déployée avec des figures hilares et se poursuivent dans la rue comme des enfants. Tu as entendu ? Maintenant, je te prie de remarquer le fait suivant. Les corps, en haut, sont encore chauds. Tu entends ? Chauds. On les a trouvés encore chauds. S'ils avaient tué, ou si Nicolaï seul avait tué et puis volé avec effraction, ou bien s'il n'a fait que participer à un pillage. Permets-moi alors de te poser une question. Est-ce qu'une pareille disposition de l'esprit, c'est-à-dire les glapissements, le rire, la bataille enfantine sous le porche, peut coïncider avec la hache, le sang, l'astuce criminelle, la prudence, le pillage ? Ils viennent de tuer. Il n'y a pas 5 ou 10 minutes. Car c'est ainsi, les corps sont encore chauds. Et ils laissent là les cadavres et l'appartement ouvert, sachant que les gens sont en train d'y monter. Ils abandonnent leur butin et se débattent comme des gosses sous le porche. Ils crient, ils attirent l'attention générale, et cela devant 10 témoins. Évidemment, c'est bizarre. Évidemment, c'est impossible, mais... Il n'y a pas de « mais ». Si le fait que les boucles se sont trouvées dans les mains de Nicolaï ce jour-là et à cette heure constitue une charge effective importante contre lui, quoique le fait ait été expliqué par lui et que, par conséquent, la charge soit discutable, il faut aussi prendre en considération les faits à décharge, et ce, d'autant plus que ce sont des faits indéniables. Penses-tu, étant donné l'esprit de notre jurisprudence, que les juges soient capables d'accepter un pareil fait, basé uniquement sur l'impossibilité psychologique, sur le seul état d'âme, comme une preuve indéniable, capable d'annuler un fait matériel quel qu'il soit ? Non, ils n'accepteront jamais. Jamais, jamais. Pour rien au monde. Parce qu'ils ont trouvé l'écrin et que l'homme a voulu se pendre. Ce qui ne serait pas arrivé s'il était innocent. Voilà la question capitale. Voilà pourquoi je m'excite. Comprends-moi. Mais je vois bien que tu t'excites. Attends, j'ai oublié de te demander. Qu'est-ce qui prouve que l'écrin avec les boucles provient vraiment du coffre de la vieille ? C'est prouvé, répondit de mauvaise grâce Razumikine, qui se renfrogna. Kor a reconnu le bijou et indiqué la propriétaire. Celle-ci démontra positivement que la chose lui appartenait. Mauvais. Encore une chose. Quelqu'un a-t-il vu Nicolaï au moment où Kor et Pestriakov montèrent chez la vieille, et y a-t-il des témoins ? C'est le hic. Personne ne les a vus, répondit Rassoumikine avec dépit. Voilà qui est mauvais. Ni Kor ni Pestriakov ne les ont remarqués, quoique leur témoignage n'eût pas pesé lourd actuellement. On a vu que l'appartement était ouvert, disent-ils, et que, sans doute, on y travaillait. Mais, en passant, on n'y a pas pris garde, et on ne se souvient pas exactement si les ouvriers étaient là ou non.
Donc leur seule justification est qu'ils se rossaient en riant. Admettons que ce soit une forte preuve, mais... Tu permets maintenant ? Comment expliques-tu le fait, en fin de compte ? Comment expliques-tu la trouvaille ? Si vraiment il a découvert les boucles, comme il dit. Comment je l'explique ? Il n'y a rien à expliquer, l'affaire est claire. En tout cas, la piste à suivre est évidente, et c'est précisément l'écrin qui l'indique si clairement. Le véritable assassin était enfermé en haut, lorsque Kor et Pestriakov frappèrent à la porte. Kor fit la bêtise de descendre lui aussi. L'assassin sortit et descendit également, car il n'y avait pas d'autre issue. Il s'est caché de Kor et de Pestriakov dans l'appartement vide, précisément à l'instant où Dimitri et Nikolaï venaient de le quitter. Il resta derrière la porte pendant que le portier et les autres montaient, attendit que le bruit de pas s'éteignît et descendit alors tranquillement au moment précis où Nikolaï se jetait à la poursuite de Dimitri dans la rue, où tout le monde s'était dispersé et où il ne restait plus personne sous le porche. Il est possible qu'on l'ait vu, mais personne n'y prit garde. Toutes sortes de gens passent par là. Quant à l'écrin, il l'avait laissé tomber lorsqu'il se trouvait derrière la porte et il ne l'a pas remarqué à ce moment-là. L'écrin prouve clairement qu'il s'était caché là. Voilà toute l'énigme. Judicieux, c'est très judicieux. C'est même trop judicieux. Mais pourquoi donc ? Pourquoi ? Mais parce que tout s'ajuste, tout s'emboîte trop bien, comme au théâtre. Ça ! S'écria Rassoumikine, et il s'arrêta car, à cet instant, la porte s'ouvrit et un personnage inconnu de tous ceux qui étaient présents entra dans la chambre. Merci d'avoir écouté. À demain pour un nouveau chapitre. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Si vous souhaitez promouvoir cette chaîne, vous pouvez aussi liker, mettre un commentaire et partager.